Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'introduire donc cette session sur l'intelligence artificielle, la concurrence, la productivité et l'emploi. Donc on va échanger pendant 1 heure sur ce thème qui est clairement un thème d'actualité. Donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans que ChatGPT est arrivé comme une technologie de rupture. Je pense qu'un certain nombre de personnes dans cette pièce l'ont déjà utilisé, ChatGPT ou ses concurrents. Donc on va essayer de voir ensemble pendant cette heure. Alors l'heure va se répartir de la façon suivante. On va essayer d'aborder différents aspects de cette question pendant 3 quarts d'heure et puis réserver le dernier quart d'heure pour les questions de la salle. Si jamais il y avait des questions de clarification, vous pouvez intervenir, alors peut-être pas non plus trop souvent pour pas non plus trop casser le rythme des intervenants, mais c'est possible si jamais vous avez besoin d'une précision. Donc je vais peut-être commencer par introduire donc, nos 3 intervenants qui nous ont fait le plaisir d'accepter de participer. Donc Magali Bunex, vous êtes donc adjointe au chef de mission à la délégation générale à l'emploi et la formation professionnelle. Donc vous pourrez notamment parler des politiques publiques concernant l'IA, qui est un sujet évidemment important. Flavio Calvino, vous êtes économiste senior à la direction de la science, de la technologie et de l'innovation de l'OCDE, donc l'Organisation pour la coopération et le développement économique, donc, qui est une organisation internationale mais basée à Paris. Et donc Simon Bunel, donc, vous êtes post-doctorant à l'INSEAD et auparavant vous étiez donc économiste à la Banque de France, où on a eu l'occasion de se croiser, donc on se connaît bien. Et vous êtes aussi, vous faites partie de ceux qui ont aidé à la rédaction du rapport Aghion, le fameux rapport Aghion, avant que Aghion devienne prix Nobel. Donc depuis, effectivement, il a obtenu ce prix prestigieux. Donc, alors, on aura aussi le plaisir d'avoir des personnes qui vont assister à distance. Il paraît qu'elles viennent de toute l'Europe et même en dehors, parce qu'il y a des personnes de Finlande, du Maroc. Donc on aura aussi éventuellement des questions à distance, mais bien sûr, on va essayer de privilégier les questions locales dans cette salle. Donc on va peut-être essayer d'avoir un enchaînement un petit peu logique, de façon un peu ordonnée, pour montrer d'abord dans quelle mesure l'IA, comment ça se passe pour l'IA, pour ceux qui la font, donc ceux qui interviennent sur l'IA, donc notamment les GAFAM, ceux qui font les ChatGPT, les DeepSeek, les Mistral, etc. Dans quelle mesure on peut observer une concentration dans ce secteur et puis aussi dans les entreprises qui les utilisent, quels sont les usages de l'IA et qu'est-ce que ça peut entraîner. Ensuite, on va regarder un petit peu la diffusion, comment l'IA se diffuse dans la société, dans les entreprises et puis quel effet ça peut avoir sur la productivité. Alors on va essayer de définir ce qu'on entend par productivité. C'est un terme que les économistes eux-mêmes n'arrivent pas toujours à bien définir, donc on va essayer de comprendre ce que ça implique et comment donc elle se diffuse au sein des entreprises. Ce que ça implique aussi en termes d'innovation. Est-ce que juste il va y avoir un petit effet temporaire sur la productivité ou est-ce qu'il va y avoir un effet permanent? Donc ça, c'était un des débats qui parcourait le rapport Aghion. Ensuite, on va essayer de comprendre, et là je pense que ça va intéresser tout le monde dans la salle, les effets sur le monde du travail, notamment sur l'emploi des jeunes. Est-ce que ça va changer quelque chose sur la dynamique de l'emploi? Est-ce que certains secteurs vont être touchés ou pas? Ou est-ce que tous les secteurs vont être touchés? On peut dire peut-être il y a certains secteurs, je ne sais pas si vous êtes dans l'informatique, peut-être dans la traduction, il y a peut-être des secteurs, on sent que l'IA va clairement challenger les compétences, et donc ça va peut-être orienter aussi l'emploi. Et puis enfin, on va essayer de voir ensemble ce que ça implique en termes de politique publique, parce qu'évidemment, vu les enjeux et vu les masses en jeu, la question va se poser, est-ce que les politiques publiques doivent intervenir et dans quel sens? Et donc, nous aurons le plaisir d'avoir les éclairages de nos 3 intervenants. Ça me fait penser que j'ai oublié de me présenter. Donc, je suis Jean-Charles Bricon, donc conseiller des gouverneurs de la Banque de France sur les questions d'intelligence artificielle et économiste-chercheur à la base, qui a pas mal travaillé aussi sur les questions de data science et d'IA, qu'il a utilisé aussi dans des travaux de recherche, et parfois sous des angles un petit peu originaux, parce qu'on a même utilisé des données satellites, par exemple, ou les journaux pour essayer de mieux comprendre l'économie, ou les données sur le web. Bon, je ferme la parenthèse. Donc, sans plus attendre, on va passer à la première partie sur dans quelle mesure l'IA, avec ceux qui la font, donc les GAFAM, ceux qui font ChatGPT, DeepSeek, etc., en Chine ou Mistral en France, dans quelle mesure l'IA avance et se concentre, comment elle se fabrique, et qu'est-ce que ça va impliquer ensuite sur les entreprises. Alors là, sur la concentration, la façon dont l'IA se fabrique, je vais peut-être laisser la parole donc à Simon, qui avait notamment écrit un blog là-dessus, mais qui a aussi pas mal d'autres éléments, et puis je laisserai ensuite Flavio et Magali compléter. Donc Simon, the floor is yours. Bonjour à toutes et à tous. Merci Jean-Charles pour cette introduction et cette question sur la concentration dans le marché de l'IA
sur ceux qui font la technologie. Donc effectivement, il y a un petit peu cet enjeu qui a été identifié par dans les politiques publiques au moment où l'IA se développe, que ce soit les acteurs déjà en place qui la fassent. Donc on a vu ces enjeux de concentration dans la révolution historique du numérique, donc avec les GAFAM. Voilà, ces entreprises-là ont pris une place hégémonique dans les technologies numériques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et il y a un petit peu ce risque que, effectivement, les acteurs de l'intelligence artificielle, même s'ils n'ont pas aujourd'hui le même nom que les GAFAM, soient en fait des continuités naturelles de ces entreprises. Donc OpenAI est possédé à quasiment 50% par Microsoft, Anthropic est possédé en partie par Google et par Amazon. Voilà, donc vous avez un peu, Gemini est carrément possédé par Google, et donc toutes ces nouvelles technologies, même si elles ont des noms différents, ces entreprises de nouvelles technologies, elles sont en fait indirectement reliées à des groupes historiques. Et donc vous avez eu ce constat qui était notamment mis en avant par l'autorité de la concurrence en France en juin 2024, qui vous dit c'est la première fois dans l'histoire du développement technologique que la technologie de demain, elle est déjà possédée par les grands groupes en place. C'est-à-dire que si on regarde dans le passé, on a eu un problème de concentration dans la première vague du numérique, mais issu d'acteurs qui n'existaient pas a priori. C'est-à-dire que Google n'existait pas dans les années 80, Apple venait à peine d'être créé, Microsoft, etc. C'est des entreprises jeunes qui ont pris le marché et face auxquelles on a des problèmes de concentration dans ce marché-là. Cette fois-ci, avec l'IA, non seulement on a des risques de concentration, mais déjà dans les acteurs historiques. Donc c'est presque encore plus dur parce qu'on veut empêcher des comportements anticoncurrentiels et on veut permettre à des nouvelles entreprises, typiquement on évoquait Mistral, d'être capables d'entrer sur ce marché-là en se battant contre des gens qui sont déjà en place. Donc c'est encore plus dur. Et donc effectivement, il y a un peu cette question-là, on y reviendra après, pour les politiques publiques, de savoir un petit peu comment on fait pour, dans la création d'IA, être capable de préserver un niveau de concurrence suffisant. Et d'un autre côté, vous avez une étude de l'OCDE, donc des collègues de Flavio, qui regarde concrètement sur la chaîne de valeur de l'IA et qui vous dit, en fait, si on regarde sur les modèles en aval, etc., il y a quand même une concurrence qui est meilleure que par exemple sur les moteurs de recherche historiques. Les grands concurrents de Google avaient 2 ans de retard technologique sur Google. Aujourd'hui, vous avez quelques mois de retard seulement entre les modèles à la frontière et les modèles qui sont juste derrière. Donc il y a peut-être un problème moins grand, et donc il faut être un peu capable, en tant que décideur public, de faire la part des choses entre ce qui est vrai et ce qui est moins vrai pour faire la politique publique la plus adaptée et avoir la politique de la concurrence la plus adaptée à ces problèmes-là. D'ailleurs, peut-être juste en complément par rapport à cette technologie un petit peu particulière qu'elle y a, avec une particularité que beaucoup de codes sont open source, assez étonnamment. Un certain nombre de développements sont assez rapidement mis dans les mois qui suivent en open source. On peut se dire c'est bizarre, ça va favoriser la concurrence, mais du coup ça accoutume aussi les consommateurs peut-être à un type de technologie et ça peut donner un avantage à un outil d'IA particulier. Également dans le blog, il avait été montré que du côté offre il y avait une forte concentration, du côté de la demande aussi c'était assez écrasant. Parce que sans surprise, il y avait une prime au premier qui était sorti. Parce que ChatGPT, quand on regardait la part des pages consultées sur les outils d'IA, avait une position largement dominante. Alors DeepSeek, du côté de la Chine, était venu un peu le challenger, mais clairement, ChatGPT avait quand même une position assez dominante. Puis Mistral arrivait quand même assez loin derrière, même s'il avait le mérite d'exister du côté français. Alors sur ces questions, là, je vais peut-être laisser Flavio compléter, et puis Magali pour aussi compléter, notamment sur la question du Shadow IA. Je ne sais pas. Ah voilà. Oui, merci beaucoup. Et justement, je pense que je vais aborder un peu cette question en regardant et en parlant un peu de ce qui se passe au niveau de la diffusion de l'IA, comme on a fait plusieurs études où on a regardé les taux de diffusion entre différents types d'entreprises, en voyant les caractéristiques de ces entreprises-là, où l'intelligence artificielle est utilisée de façon plus importante. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des différences importantes entre les petites et moyennes entreprises et les grandes entreprises. Les grandes entreprises sont ceux qui ont des taux d'utilisation beaucoup plus importants par rapport aux PME. Il y a une forte hétérogénéité entre secteurs.
notamment les secteurs des TIC, l'information, les télécommunications, et les secteurs qui ont un taux de pénétration, d'utilisation de l'intelligence artificielle beaucoup plus important que les autres secteurs, dans certains pays même proches à la saturation. Et on a regardé de façon assez détaillée quels facteurs portent les entreprises et quels facteurs sont importants pour faire en sorte que les entreprises utilisent l'intelligence artificielle. Et ce qui ressort dans beaucoup d'analyses qu'on a fait avec des données assez détaillées à l'international, c'est que les compétences, la numérisation, l'utilisation d'autres technologies digitales, les entreprises qui sont déjà plus à l'avant-garde en termes de numérisation sont ceux qui utilisent l'intelligence, qui ont une probabilité plus élevée d'utiliser l'intelligence artificielle. Pourquoi ça c'est important par rapport aux dynamiques de compétitivité? Parce que si c'est déjà les entreprises qui sont plus larges, sont plus productives, qui sont plus à la frontière en termes de numérisation, qui utilisent l'IA, et l'IA a un potentiel d'augmenter leur potentiel, il est possible que les divergences, que les inégalités entre entreprises puissent augmenter dans le futur, qui demande un rôle de politique publique importante par rapport à ça. Effectivement, on va parler plus largement un peu plus tard de ce qui se passe par rapport à la productivité, mais comme la question c'était un peu sur les développeurs, sur les entreprises plus à la frontière, dans une étude récente qui va paraître sur Research Policy, on voit que notamment en France, les développeurs, les entreprises qui développent l'IA à l'intérieur de l'entreprise, donc ceux qui l'intègrent mieux et plus dans leur système de production, sont ceux qui apparaissent avoir des avantages et qui matérialisent des avantages, des gains par rapport à cette utilisation de l'IA en termes de productivité. Voilà, donc c'est un peu ça ce que je peux aborder. L'autre point que je voulais faire, et après je passe la parole, c'est qu'on parle, et je vais revenir sur ces choses peut-être plus tard, c'est qu'on parle beaucoup d'utiliser l'IA, mais c'est aussi important de déterminer quel type de technologie on utilise, comment on les utilise, ou c'est quel type d'entreprise, c'est des acteurs qui développent ou c'est des acteurs des entreprises qui utilisent l'IA, donc plus à aval dans la chaîne de la valeur. Et cette différence, cette originalité, ce n'est pas seulement importante par rapport aux dynamiques de compétition, mais c'est aussi important par rapport à ce qui se passe au niveau de la productivité, et est aussi importante par rapport aux différentes politiques publiques qui peuvent être ciblées sur différents acteurs et typologies d'entreprises par rapport à leur utilisation de l'IA. Ok, merci beaucoup Flavio. Donc on va passer la parole maintenant à Magali qui va nous parler notamment du Shadow IA. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation à cette table ronde à laquelle je suis ravie de participer. Simplement en complément de ce que disait Flavio, pour faire un zoom un peu France, au niveau de la diffusion d'IA dans les entreprises, les chiffres de l'INSEE nous disent qu'en 2024, 10% des entreprises utilisaient l'IA. Alors ce chiffre peut paraître modeste, mais un an avant, c'était 6%. Donc on voit qu'effectivement, l'adoption progresse d'année en année. Et concernant les TPE-PME, simplement les TPE-PME en France, c'est la grande partie de notre tissu économique, plus de 90%. Alors, effectivement, ils utilisent l'IA moins que les grandes entreprises, mais néanmoins, cette part tend à progresser. France Num, dans son baromètre 2025, nous dit 26% des TPE-PME utilisent l'IA en France, c'était 13% l'année précédente. Simplement pour faire recontextualiser en France. Effectivement, dans les entreprises, la diffusion d'IA, il y a deux canaux. Il y a le fait que l'entreprise installe un système d'IA, c'est une chose. Et puis, il y a un autre mouvement qui est la Shadow IA. Qu'est-ce que la Shadow IA? Donc, c'est l'IA fantôme, cachée. C'est le fait que des salariés utilisent l'IA en dehors de tout cadre, en dehors de toute organisation validée par l'entreprise. Alors, pourquoi cette Shadow IA? Pourquoi les salariés utilisent l'IA de façon un peu individuelle, autonome? C'est parce qu'en fait, ils pensent que leur tâche au quotidien va être améliorée. Ils peuvent l'utiliser pour l'automatisation de rapports, de rédactions différentes, pour de la traduction,
pour l'exploitation rapide de données commerciales. Donc ce mouvement-là, il est aussi important dans les entreprises. Il est difficilement mesurable parce que, force est de constater, il est caché, donc difficile de le mesurer, mais les estimations nous disent que c'est entre 12 et 20%. Et ce phénomène, il est relevé dans différents rapports en France, notamment le CESE, qui relevait que souvent, les salariés utilisent l'IA avant même que l'entreprise n'ait pu l'introduire. Donc effectivement, cette shadow IA, ça révèle des besoins qui sont réels, des gains de productivité qui peuvent être immédiats, mais j'y reviendrai tout à l'heure, ça pose aussi certains risques en matière de confidentialité, de conformité. Et donc l'enjeu pour les entreprises, ça sera de transformer cette shadow IA en IA maîtrisée, et notamment avec un gros enjeu de développement des compétences de leurs salariés. Je vous remercie Magali. Alors avant de passer à la partie suivante, j'aimerais juste faire un petit sondage aussi pour interagir avec la salle. Donc Magali, vous avez cité les chiffres, 10, 20, 26% de diffusion dans les entreprises. Alors qui dans la salle a déjà utilisé un outil d'IA? Voilà. Je pense qu'on est largement à plus de 26%, donc merci. Donc sur le fait, est-ce que l'IA va se diffuser? Je pense que là, en une seconde, en voyant le pourcentage de mains levées, je pense qu'on a la réponse. Oui, l'IA est en train de se diffuser, et notamment via les jeunes. Moi aussi, je suis enseignant, je suis prof associé à Paris 1, et clairement, l'IA maintenant est un outil qui est communément utilisé. La question ne se pose même plus. Il y a 20 ans, utiliser Google, ça pouvait être exotique. Maintenant, plus personne ne se pose la question. L'IA, ça va être pareil. Et puis, le nombre de mains levées le confirme. Et donc, oui, l'IA se diffuse. Et forcément, il y a des effets qui vont se faire sentir. Alors, justement, sur la diffusion, habile transition, on va voir un petit peu avec nos 3 intervenants comment l'IA se diffuse, quels effets ça peut avoir sur la productivité. D'ailleurs, les effets ne sont pas si évidents que ça. Dans le domaine des banques centrales, par exemple, on se pose la question, quand on utilise un outil d'IA, qu'est-ce que ça fait gagner? Est-ce que ça fait gagner du temps, mais est-ce qu'on ne perd pas en qualité? La question se pose aussi, on est peut-être plus rapide, mais peut-être que la qualité va se dégrader, ou peut-être même qu'on va gagner sur les 2 tableaux, qu'on va gagner du temps et qu'on va gagner en qualité, mais évidemment, il faut contrôler de cet effet-là. Donc je vais peut-être te laisser la parole à Flavio, qui va nous parler de la diffusion et de la productivité, mais peut-être commencer par définir ce qu'on entend par productivité, pour que ce soit clair pour tout le monde dans les débats. Merci. D'accord. Bon. Justement, quand on parle de productivité, déjà c'est un concept où les économistes sont pas, c'est pas super facile à définir, mais peut-être on peut les penser comme la mesure de ce qu'on produit avec ce qu'on utilise. Et la discussion sur les effets de l'IA sur la productivité, je pense qu'il passe par 2 facteurs fondamentaux. À quel niveau on regarde ces effets sur la productivité et quelle typologie d'intelligence artificielle on prend en compte? Est-ce qu'on parle plutôt de IA générative, donc ce que vous avez un peu en tête, ChatGPT et tous les outils génératifs, ou est-ce qu'on parle de l'IA pré-générative ou d'autres outils d'IA, par exemple liés à l'apprentissage automatique, aux prédictions qui sont plus utilisées et intégrées dans les procédés de production dans les entreprises? Donc, comment on l'utilise et à quel niveau on regarde l'effet de l'IA? Si on commence du niveau plus micro, donc plus détaillé, et on commence à regarder aux impacts de l'IA sur les travailleurs, sur le travail. La littérature, on a fait récemment une revue de la littérature qui regarde presque une centaine des études d'expérience où les chercheurs, en fait, font des groupes, des tests, ils donnent l'IA générative à un certain groupe de personnes, ils ne la donnent pas dans un autre groupe, et ils comparent leur productivité, donc la façon dans laquelle ils sont efficaces sur des tâches assez spécifiques, dans des secteurs assez spécifiques. Ce qui ressort de cette littérature, c'est que l'IA a des effets déjà importants sur la productivité des travailleurs, surtout d'une certaine manière par rapport à ceux qui ont moins d'expérience, mais aussi ce qui est important, c'est que est très important de comprendre les tâches pour lesquelles on utilise l'intelligence artificielle, si ça rentre dans les capacités de l'intelligence artificielle. Donc, il y a un rôle assez important des compétences, de la pensée critique, pour essayer de comprendre comment utiliser l'IA, sur quelles tâches, évaluer les effets et la mesure dans laquelle ça puisse nous aider. Dans la mesure dans laquelle l'IA peut avoir des effets de long terme. Donc l'interaction IA-humain est très importante.
Au niveau des entreprises, on a mené plusieurs études à l'international en regardant des données très détaillées qui viennent de plusieurs instituts de statistiques dans les pays de l'OCDE, dans plus d'une dizaine, dans 15 pays récemment. Et ce qu'on voit en fait, c'est que les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle sont plus productives, donc sont plus efficaces. Mais cet avantage de productivité n'est pas forcément lié à l'IA en soi. Mais en fait, ces entreprises-là étaient déjà plus à l'avant-garde, à la frontière du numérique. Il y avait déjà des travailleurs avec des compétences plus élevées. Elles utilisaient déjà des technologies plus à l'avant-garde. Et donc, une grande partie de ces avantages de productivité viennent des effets de sélection, du fait que cette entreprise était déjà plus productive. Et on voit ça dans beaucoup des pays de l'OCDE. En fait, sur un certain groupe des entreprises, comme je disais avant, surtout en France, on a regardé qu'une partie des entreprises, ceux qui intègrent et développent l'IA à l'intérieur, sont ceux qui ont déjà des avantages, des gains de productivité au-delà de ces effets de sélection, qui me porte à parler du troisième niveau d'analyse, que c'est le niveau un peu plus macroéconomique. Et ce que je trouve important là d'avoir un peu en tête, c'est que l'IA a un grand potentiel et est souvent dans les discussions parce que c'est un potentiel important d'être en technologie de portée d'usage général. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est assez polyvalent. Ça peut être appliqué dans énormément de cas, de circonstances. Ça peut s'améliorer très vite comme le temps passe. Et troisièmement, et très importante, ça peut entraîner des innovations dans d'autres secteurs, qui est un des moteurs dans les longs termes des gains de productivité agrégée. Mais ces technologies d'usage général, comme nous dit la littérature, d'autres technologies de ce genre sont par exemple l'électricité ou le numérique plus en général, ont la caractéristique qu'avant de voir dans les statistiques les avantages, on doit attendre qu'une certaine série d'investissements complémentaires, par exemple en compétences, en organisation, soient faits pour que les avantages et les gains de l'utilisation des technologies soient visibles. Donc il y a quelque chose qu'on appelle la courbe AGI, qui est discutée dans la littérature économique, qui nous fait peut-être penser que c'est encore un petit peu tôt pour voir au niveau détaillé, micro des entreprises, des avantages déjà, mais on commence à les voir pour les développeurs, au moins en France. Là, j'espère que j'ai commencé les sujets, je vais peut-être passer la parole. Ok, merci Flavio. Alors si on devait résumer d'une phrase, c'est vrai qu'en économie, on aime bien identifier un effet de causalité, prouver qu'en l'occurrence que l'IA va augmenter la productivité des entreprises, mais ce que vous dites, c'est qu'il y a éventuellement un effet de sélection, c'est-à-dire c'est peut-être à l'inverse, les entreprises les plus productives, qui étant à l'affût des nouvelles technologies, ils vont plus s'équiper en IA. Il peut y avoir cet effet-là qui peut brouiller un petit peu les pistes. Alors maintenant, on va regarder avec nos deux autres intervenants comment l'IA se diffuse avec des statistiques peut-être un peu plus internationales. Par exemple, il y a eu des initiatives au niveau du G7 pour construire des dashboards, des tableaux de bord sur l'IA en essayant de rassembler des statistiques officielles, ou plus ou moins officielles, parce qu'en fait, l'IA n'a pas forcément pénétré toutes les statistiques officielles, la comptabilité nationale et autres. C'est vrai qu'on a peut-être encore un besoin de mesures un petit peu particulières pour bien comprendre ce que l'IA recouvre. Puis il y a sans doute des effets qu'on aura durablement du mal à mesurer. Par exemple, vous savez que la contribution d'un professeur au produit intérieur brut, c'est son salaire, mais si le prof fait un meilleur cours grâce à l'IA, si son salaire est inchangé, on a l'impression que la contribution au PIB est inchangée, alors qu'en fait, peut-être que le cours sera de meilleure qualité si, par exemple, le prof demande à l'outil d'IA d'actualiser son cours et donc d'avoir des slides plus actualisés, pour prendre un exemple complètement banal. Donc je vais laisser la parole peut-être à Simon puis à Magali pour essayer de compléter un petit peu cet aspect de diffusion et d'impact sur la productivité de l'IA au niveau international. Alors, sur les aspects, disons, de mesure de la diffusion, il y a effectivement cet enjeu de comment est-ce qu'on est capable de mesurer la diffusion au sein du tissu économique. Et vous citiez tout à l'heure, Magali, le chiffre de l'INSEE. C'est intéressant parce que cette méthodologie donc, qui est développée au niveau européen par Eurostat et donc, qui est notamment appliquée par l'INSEE en France,
qui consiste à procéder par sondage. Et donc vous demandez aux entreprises, vous faites une liste de technologies, donc vous avez text mining, génération de langage, etc. Donc vous avez tous les types d'IA, donc générative et non générative, et vous dites, est-ce qu'il y a une de ces technologies que vous utilisez? Si oui, vous faites de l'IA, sinon vous ne faites pas de l'IA. Et donc c'est comme ça que vous mesurez l'adoption des technologies d'IA au niveau des entreprises. Et effectivement, on est autour de 10% en France, je crois, l'an dernier par cette mesure. Et d'un autre côté, vous avez la shadow IA et l'utilisation par les individus. Alors ça, c'est beaucoup plus dur à mesurer parce qu'il faut être capable de comprendre comment chaque individu, comment nous tous, on l'utilise. Et donc on l'a bien vu quand Jean-Charles vous a posé la question, vous l'utilisez tous, donc on est bien au-dessus des 10%. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Et donc, notamment, vous utilisez pas mal de données, notamment du secteur privé. Vous avez Anthropic, donc une des grandes entreprises d'intelligence artificielle, qui a créé ce qu'on appelle Anthropic AI Index, et qui en fait est capable de diviser le nombre d'utilisateurs dans chaque pays par eux regardent la population en âge de travailler, donc je crois que c'est 15-64 ans qu'ils prennent, et ils sont capables de classer les pays comme ça, des pays ayant le plus adopté l'IA en termes d'utilisation par, disons, les salariés par rapport à l'ensemble de la force de travail des pays. Et ce qui est assez intéressant de ce point de vue-là, c'est que autant par rapport à la moyenne européenne, la France est plutôt en retard sur l'adoption de l'IA, et de l'IA générative en particulier, via les entreprises. Donc la diffusion, disons, de haut en bas au sein des entreprises, où vous avez vraiment cette implémentation au sein de l'entreprise avec des vrais outils d'IA ou des abonnements pris au niveau de l'entreprise, on est plutôt en dessous de la moyenne européenne. Si vous regardez les indices secteur privé sur l'utilisation des modèles d'IA par les individus, là on est on est le 4e pays au monde. Donc c'est quand même, on est vraiment plutôt, l'IA c'est plutôt bien diffusé. En tout cas il y a une curiosité. Alors encore une fois, Anthropic, c'est un modèle très particulier. Je pense que la plupart des gens utilisent notamment ChatGPT, déjà parce qu'il a une version gratuite beaucoup plus facilement accessible, ou Mistral en France. Donc Anthropic, c'est forcément un marché particulier. Mais c'est quand même illustratif de voir cette différence qu'on a sur la diffusion. Et donc il faut être capable effectivement de se construire une vision à partir de toutes ces données hétérogènes qui captent chacun un élément différent, et donc de ramener toutes ces statistiques ensemble pour avoir une vision un petit peu générale de la diffusion de l'IA dans les différents pays. Donc c'est une première chose. Et il y a par ailleurs une dernière chose que je veux mentionner. Vous avez des équipes, notamment à l'OCDE, qui travaillent à la mise en place d'une enquête harmonisée, non pas au niveau européen, mais au niveau mondial, qui permettent de comparer la diffusion de l'IA dans les entreprises dans les pays d'Europe avec les États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, on n'a aucune méthodologie commune entre les États-Unis et l'Europe. Et finalement, quand on dit les États-Unis sont largement en avance sur l'innovation de l'IA, c'est probablement vrai, mais sur l'adoption, finalement, on n'en sait pas grand-chose, et donc ce sera utile d'avoir ce type d'initiative, et donc elles ont lieu en ce moment. Et peut-être juste sur la partie productivité, effectivement, je pense que Flavio le décrivait très bien quand il présentait les effets. Il y a une grille de lecture qui est assez simple et qui permet de relier ça à des grandes innovations historiques. C'est celle qui était proposée dans un article académique en 2019, qui en fait vous dit finalement l'IA, elle a un peu deux côtés. D'un côté, l'IA, c'est comme la chaîne de montage dans l'électricité, c'est-à-dire qu'elle permet d'automatiser un certain nombre de tâches existantes dans l'économie. Vous avez, si on se dit qu'il faut faire un certain nombre de tâches pour produire des objets dans notre économie ou des services, vous vous dites, bah voilà, ces tâches, elles sont faites soit par des humains, soit par des machines. Et si vous automatisez des tâches, vous allez gagner en productivité, et donc ça, c'est un processus qu'on a connu, c'est typiquement effectivement la chaîne de montage, c'est ce genre de choses-là, et donc ça permet d'être plus efficace pendant un temps donné. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez automatisé toutes les tâches dans l'ensemble des entreprises, et ben vous retrouvez votre niveau de croissance d'avant, puisque vous êtes plus productif en niveau, mais vous n'êtes pas de plus en plus productif. Une fois qu'on a automatisé tous notre réponse à des mails très faciles, etc., et la prise de rendez-vous grâce à l'IA, on n'est pas de plus en plus productif. La croissance, elle est transitoire. Mais l'IA, vous avez pas mal de gens qui vous disent aujourd'hui, et c'est beaucoup plus dur de le mesurer, c'est que l'IA, en un sens, c'est aussi le microscope, dans le sens où ça va augmenter la productivité de la recherche. Qu'est-ce qu'a fait l'invention du microscope au monde de la recherche? Le microscope, ça a été juste la conséquence du fait qu'on polisse du verre de mieux en mieux, mais un jour, vous avez un médecin qui a pris un microscope et qui s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on appelait les microbes. Et donc, toutes les théories existantes sur les miasmes, etc., ce n'était pas vraiment ça la médecine, que l'avenir, c'était de combattre les microbes. Et donc, du coup, le microscope a ouvert un champ des possibles à la science. Et de ce point de vue-là, l'IA ouvre peut-être un champ des possibles aux scientifiques à augmenter leur productivité, etc. Et de ce point de vue-là, ce gain de productivité, il est cumulatif et il est éternel, dans le sens où un chercheur sur cette génération aura
accumuler et générer plus de savoir à la fin de sa carrière que le chercheur précédent, mais le chercheur de la génération suivante, lui, il sera plus productif grâce à l'IA, mais il sera assis sur une quantité de savoir plus grand que ce qu'elle aurait été sans l'IA, puisque le chercheur de la génération précédente a fait plus de découvertes. Et donc, de ce point de vue-là, vous avez ce potentiel de l'IA qui pourrait voilà, nous faire retrouver des niveaux de croissance très élevés, tels qu'on n'en a pas connus depuis au moins 40 ans en Europe. Merci Simon. Donc ouais, si on devait résumer, le débat sur l'impact sur la productivité, c'est soit le one-shot, donc vous avez un gain transitoire, comme l'a dit Simon, vous classez mieux vos mails, vous êtes plus efficace, puis une fois que ce gain est enregistré, bon, vous passez à la suite, et puis vous revenez à la tendance précédente. Soit sinon vous avez quelque chose de plus permanent, une espèce d'aide à la créativité permanente qui fait que vous n'avez pas juste un one-shot, pas juste une marge d'escalier transitoire, puis vous revenez à la tendance précédente, mais la tendance elle-même, la pente pourrait être plus forte, quoi, durablement. C'est ce que dit Simon. Alors Magali, si vous voulez peut-être compléter sur ces aspects-là, avant qu'on regarde un petit peu les impacts sur le marché du travail. Oui, alors là, effectivement, ça serait s'intéresser aux effets de l'IA sur le marché du travail et répondre à la question suivante. Quels sont les effets de l'IA sur le marché du travail, sur les emplois ? Et là, on a vu une littérature foisonnante sur le sujet, combien l'IA va supprimer d'emplois. On a tous en tête l'étude de Goldman Sachs qui disait 300 millions d'emplois menacés, d'autres études qui sont venues compléter ces analyses. Et puis récemment, la BCE qui, dans une note, disait, après sondage auprès de 3500 entreprises européennes, finalement, en matière de destruction et de création d'emplois, il n'y a pas réellement de différence entre des entreprises qui déclarent utiliser l'IA ou qui déclarent ne pas l'utiliser. Et finalement, en écoutant Flavien et Simon, il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot tâche. Plutôt que de se dire, et on est bien incapable de le dire aujourd'hui, combien d'emplois vont être supprimés, créés, etc., c'est de se dire, finalement, et les études convergent, l'IA va pas forcément détruire massivement des emplois, mais va plutôt transformer nos emplois, et les transformer de manière profonde. Et quand on dit ça, c'est de dire, effectivement, l'IA va transformer certaines tâches dans certains métiers. Elle peut être amenée à les remplacer, à les augmenter. Et donc, c'est de se dire, finalement, les effets de l'IA sur le marché du travail, c'est à travers l'approche de la réallocation des tâches et la manière dont les métiers vont être transformés. Et c'est un peu l'approche de l'OIT qui nous dit, dans sa révision en 2025, un travailleur sur 4 exerce son métier dans un métier qui est exposé à l'IA, mais ces métiers ne seront pas supprimés, mais bien transformés. Donc c'est une approche qu'on peut avoir effectivement de dire on est plutôt sur de la transformation des tâches, qui peut être différente d'un secteur à l'autre. On peut avoir des tâches effectivement qui peuvent être remplacées parce qu'on est sur des tâches très très routinières, des emplois qui peuvent être augmenter, réviser. Donc voilà, c'est plutôt l'enseignement qu'on peut retenir. Et puis le CESE, comme la commission IA dans son rapport Notre ambition pour l'IA, relève le même phénomène. Tout ça pour pondérer l'ensemble des chiffres que vous pouvez entendre sur l'effet de l'emploi sur le marché du travail. Je pourrais développer après sur ces points-là. Merci Magali. Donc on va peut-être aussi aborder l'impact en termes l'impact sur les tâches, les compétences, et puis après l'impact en termes de politique publique. Alors aussi, on va dire en termes d'impact sur l'emploi, il y a aussi la question qui se pose de l'impact spécifique sur l'emploi des jeunes. Et là, il y a une autre étude qui a été sortie par l'université de Stanford qui montrait un résultat intéressant alors, dans un secteur qui est particulièrement exposé à l'IA, qui est celui de la programmation. Et donc qui avait tendance à montrer que l'effet sur la cohorte des plus jeunes était quand même le plus sensible. Alors Simon, peut-être qu'on peut peut-être un peu développer ce point. Je pense qu'il intéressera beaucoup les personnes dans cette salle. Si certains se destinent au métier de la programmation, sachez que les choses sont en train de bouger très vite du fait de l'IA. Alors, c'est vrai qu'il y a en ce moment ce grand débat sur l'effet de l'IA, notamment sur les jeunes, qui a émergé depuis la sortie de cet article que tu mentionnais, Jean-Charles, en septembre dernier. Et donc depuis, il y a eu beaucoup d'études qui évoquent ce sujet-là. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les études, finalement, se posent la question. Donc, en gros, ce que vous voyez, c'est ce que vous expliquez Jean-Charles, c'est-à-dire que pour des métiers a priori exposés à l'IA, comme les développeurs, mais comme d'autres métiers également, il semble qu'il y a un décrochage de l'emploi des jeunes
particulièrement marquée par rapport à des personnalités plus seniors. En gros, si vous êtes un développeur senior dans une entreprise, l'IA ne va pas vraiment vous impacter, alors que si vous êtes un développeur junior, vous allez peut-être être moins embauché par les entreprises. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand vous dites ça, vous confondez en réalité deux choses. C'est-à-dire que les gens qui sont jeunes, ils ont des emplois qui sont ce qu'on appelle en anglais juniors, donc des postes, les postes qui ne sont pas encore des postes de management au sein des entreprises et des postes souvent techniques. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant vous avez des études qui essayent justement de séparer ces deux effets, c'est-à-dire de voir si cet effet il vient principalement du fait qu'on embauche moins de jeunes ou on embauche moins de juniors. Et aux États-Unis, il y a une autre étude, une donnée américaine qui est sortie récemment, et qui montre que finalement, ce qui est intéressant, c'est que l'effet il est négatif sur les jeunes, mais il est particulièrement négatif en fait sur les positions juniors. C'est-à-dire que si vous avez une position qui est ciblée par l'IA parce qu'elle est facilement automatisable, etc., si vous avez ce métier-là à 35 ans, vous allez être aussi très fortement négativement impacté par l'IA. Et donc du coup, ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre si finalement ça va vraiment être un effet sur les jeunes, ou est-ce que les jeunes, justement, parce que, comme on le voit, vous utilisez déjà tous l'IA, donc vous allez être capable probablement de vous adapter, d'être capable d'utiliser l'IA comme un agent et justement d'augmenter votre productivité et éventuellement de vous allouer des tâches différentes au sein de l'économie. Si c'est cette force-là qui domine, l'effet sera probablement pas si négatif chez les jeunes qui en fait s'adapteront rapidement. Et ce sera plus dur sur des gens qui n'ont pas forcément une progression salariale énorme au cours de leur carrière et qui arrivent en milieu de carrière sur des emplois qui, eux, à l'inverse, peuvent être éventuellement négativement impactés par l'IA. Donc il y a ce débat-là. Et un autre élément que je voudrais ajouter par rapport à ce débat-là, c'est qu'il y a la nécessité... les gens parlent... aujourd'hui, on parle d'IA, et l'IA, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une technologie importante, je travaille beaucoup dessus, et je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes qui soit arrivée dans le développement technologique du siècle dernier. Mais l'IA est arrivée à un moment quand même particulier de notre histoire. On sortait de la crise Covid, novembre 2022, quand ChatGPT sort, on est vraiment à peine sorti encore à ce moment-là du Covid, et à une période d'inflation qui était élevée. À l'époque, j'étais à la Banque de France, donc j'en ai beaucoup entendu parler de cette époque-là. Et de fait, comme l'inflation était élevée à une époque, on a eu, post cette période-là, une remontée des taux, quelques mois avant. Et donc ça, c'est aussi négatif pour un certain segment de l'emploi. Et donc, il faut être capable, quand on dit « Ah ben voilà, à partir de novembre 2022, l'emploi des jeunes décline », il faut être capable de voir ce qui vient effectivement de l'effet de l'IA et de l'effet éventuellement hétérogène de la politique monétaire sur des secteurs, sur des emplois particuliers qui sont éventuellement plus alloués à des jeunes. Et donc ce que la recherche essaye de faire en ce moment depuis 1 ou 2 mois, c'est d'être justement capable d'isoler cette partie purement IA des autres facteurs qu'on appelle confondants. Donc c'est un débat à suivre. C'est vrai que sur cette question, alors comme ce n'est pas une table ronde sur la politique monétaire, peut-être juste préciser ce que vient d'indiquer Simon, savoir que quand vous êtes dans une période de forte inflation, puis après le déclenchement de la guerre en Ukraine, il y a eu clairement un effet à la hausse sur le prix des matières premières et sur l'inflation globalement. Dans cette situation, les banques centrales, dont l'objectif principal est la lutte contre l'inflation, ont monté leur taux directeur, donc le taux auquel les banques se refinancent. Et donc les emprunts étaient plus chers. En général, c'est mauvais pour la croissance, et donc il y a peut-être un effet de confusion. Peut-être que l'effet qu'on observe sur l'emploi des jeunes n'est pas seulement lié à l'IA, qui est sorti à peu près au même moment, mais à des facteurs géopolitiques, en l'occurrence la guerre en Ukraine, et ce que ça impliquait sur les politiques monétaires. Alors avant de laisser la parole donc, à nouveau à Magali pour discuter un petit peu des politiques publiques, je ne sais pas si Flavio, tu veux peut-être compléter sur certains points. Oui, je peux peut-être compléter rapidement sur le lien. Donc, ce qu'on a regardé, nous, par rapport au lien entre IA et emploi, c'est ce qui se passe au niveau des compétences. Donc, on a mené plusieurs analyses. On a regardé, par exemple, les données de la sécurité sociale en France et on a regardé quelles occupations augmentent la probabilité d'adoption de l'IA au niveau entreprise ou à l'international avec mes collègues à l'OCDE. On a regardé beaucoup d'annonces de travail, tout ce qui se passe dans l'annonce de travail, dans les textes des annonces de travail que les entreprises mettent en ligne, quel type de compétences sont demandées dans les annonces de travail liées à l'intelligence artificielle. Et ce qu'on voit, c'est deux côtés. D'un côté, on voit un rôle important pour les compétences techniques, ce qui est compétences antiques, les ingénieurs antiques. Ça, ils ont un rôle très important, aussi causal, en fait, pour l'adoption de l'IA. Et là, on parle surtout de l'IA
avant que ça soit générative, que c'est aussi la typologie d'IA qu'on voit que dans les entreprises déjà apporte des gains de productivité. De l'autre côté, par rapport aux offres en ligne, aux job postings, ce qu'on voit, c'est que d'un côté, oui, les compétences techniques sont très importantes, mais aussi des compétences plus générales, plus fondamentales, plus socio-émotionnelles, liées à l'innovation, à la résolution des problèmes, à la pensée critique, sont assez importantes. Et là, on les voit, par exemple, si on regarde aux employeurs au top aux États-Unis, les entreprises qui postent la plupart de ces annonces de travail liées à l'intelligence artificielle, qui indiquent un double rôle de compétences techniques, mais aussi plus générales, plus fondamentales, liées à la pensée critique, liées à comment on utilise l'intelligence artificielle, pas seulement si on l'utilise ou pas, mais comment on l'utilise, comment on interagit pour faire en sorte que ça puisse être vraiment utile quand on regarde un peu plus dans les longs termes. Ça, c'est important parce que les innovations, c'est un concept assez cumulatif. Donc, si on utilise ça de façon peut-être un peu acritique, c'est plus difficile que le parallélisme avec les microscopes tient dans les longs termes, je pense. Okay. Merci Flavio. Alors on est bien sûr dans l'enceinte du CESE, donc je pense qu'il est tout à fait adapté de finir sur une dernière partie sur les politiques publiques. Et donc là, j'ai laissé la parole à Magali pour nous indiquer un peu ce qui est envisageable et ce qui commence déjà à se faire en la matière. Merci Jean-Charles. Simplement aussi pour rebondir sur les questions de l'emploi des jeunes, ça fait écho aussi à un autre public qui est celui de l'emploi des seniors. Et si dans certaines études, les travailleurs expérimentés apparaîtraient comme un peu plus protégés par rapport à l'introduction de l'IA, le fait est effectivement que dans les entreprises, il y a un réel enjeu de formation, de montée en compétences des salariés, que le public senior n'est pas forcément le public le plus formé, le plus à l'aise avec les outils de l'IA. Donc à cet égard, le public senior peut être aussi à un moment impacté fortement dans les entreprises par rapport à l'introduction de l'IA. Je le disais tout à l'heure, le shadow IA, effectivement, il y a un enjeu pour les organisations de pouvoir le maîtriser pour qu'il soit effectivement, qu'il devienne compétitif. Donc pour pouvoir le maîtriser, il faut former les salariés et donc développer des plans de compétences qui soient adaptés. On a plusieurs rapports en France qui le montrent. C'est effectivement qu'on a encore une offre de formation et d'acculturation qui est insuffisante au niveau de l'offre de formation pour les salariés, mais aussi pour l'ensemble de la population des actifs. Alors, le rôle des politiques publiques dans ce cas-là, c'est de pouvoir favoriser une offre de formation qui soit dédiée, qui soit adaptée aussi, parce qu'en fonction des publics, des métiers, ça ne sera pas la même chose. On a des besoins, ça a été dit tout à l'heure, en matière de formation d'IA assez généraux, d'acculturation pour l'ensemble des salariés, et puis des formations beaucoup plus techniques. Et le rôle des politiques publiques, c'est de pouvoir les favoriser. À travers, on a certains dispositifs qui sont notamment avec les partenaires sociaux, parce que la formation professionnelle, c'est aussi pouvoir embarquer l'ensemble des parties prenantes, et donc des salariés comme des entreprises. Donc c'est un véritable enjeu qu'il va falloir pouvoir développer. Mais il y a d'autres enjeux aussi qui sont liés aux différents risques sociaux et éthiques notamment. Rappeler que pour la première fois, il y a le règlement européen qui permet d'encadrer l'ensemble des pratiques d'IA avec 4 niveaux de risque. Et puis de se dire, effectivement, l'IA, c'est source de productivité, ça a été dit. Ça peut être source d'inquiétude également. Et donc, très concrètement, dans une entreprise, quand on veut développer un système d'IA, il faut le faire avec l'ensemble des personnes qui y sont présentes, et notamment les salariés. Et donc, en France, pouvoir développer ce qu'on appelle le dialogue social autour de l'IA. Et dans les politiques publiques, c'est aussi un enjeu, pouvoir développer des outils qui favorisent ce dialogue social. Alors, on a dans le cadre de la France le Laboria, qui est un laboratoire de recherche-action. Je vous renvoie sur ces travaux. Ils ont un site dédié avec le ministère du Travail qui pose ces questions-là. On a aussi des partenaires sociaux avec l'IRES qui ont développé un outil de dialogue social qui s'appelle Dialia, et puis certaines institutions comme France Travail qui développent des cas d'usage. Mais
qui sont centrés autour de l'humain. Et je crois que c'est ce qui ressort beaucoup dans les politiques publiques, c'est pouvoir à la fois développer des outils, on l'a dit, qui sont développés sur les tâches que développent réellement les salariés, mais aussi centrés autour de l'humain pour éviter certains risques de sentiments de déclassement qui peuvent être réels, de dépossession de leur travail, et faire que l'IA ne remplace pas l'humain, mais vienne le compléter. Et c'est vraiment là que se situe peut-être l'issue, c'est dans la complémentarité entre le travail et l'humain, et non dans le remplacement. Très bien, merci Magali. Steve, je peux rebondir en utilisant une citation que j'aime bien d'un chercheur autrichien qui est basé aux États-Unis, qui s'appelle Anton Korinek, qui avait fait une conférence à la Banque de France qui avait très bien marché, qui est quelqu'un de très pédagogue, qui utilise qualité humaine même s'il parle d'IA, c'est pas contradictoire, et qui disait que l'IA en fait est un super assistant. C'est pas plus, pas moins, donc il faut l'utiliser comme un super assistant. Et donc quand vous travaillez avec un assistant, c'est vous qui avez le dernier mot, parce que ce n'est qu'un assistant, c'est pas lui qui doit avoir le dernier mot. L'IA peut se tromper, faire des hallucinations, c'est-à-dire des erreurs grossières. Et donc l'IA, idéalement, effectivement, doit être vue en complément de notre activité. Il peut nous permettre d'augmenter certaines choses, d'être plus efficace, on pourra reprendre un ou deux exemples, mais il doit venir en complément du travail humain. Et il faut y veiller, et la réglementation peut y aider. Alors c'est vrai que parfois, il y a des proverbes un petit peu déplaisants qui peuvent circuler du style « aux États-Unis, on crée », en Chine, on développe, et puis en Europe, on réglemente. Mais je pense qu'au-delà de cette boutade qui n'est pas complètement juste, c'est vrai que le fait de réglementer, je pense que c'est absolument indispensable aussi pour développer ce qu'on appelle une IA de confiance, c'est-à-dire une IA qu'on puisse utiliser sans risque de débordement, puisque l'IA peut tout à fait s'alimenter aussi avec des sources qui peuvent être parfois un petit peu dangereuses, y compris pour le citoyen et pas seulement pour le salarié. Et donc, je pense qu'il est utile et même indispensable qu'effectivement il y ait cette réglementation. Alors maintenant, il y a des débats sur est-ce que l'IA Act est peut-être allé un petit peu loin sur certains aspects, qu'il ne faut pas alléger l'IA Act, mais en tout cas l'IA Act a le mérite d'exister, et c'est clair que ça a permis quand même d'encadrer les usages, et ça c'est une question importante. Alors, sur la question des politiques publiques, je ne sais pas Simon et Flavio si vous voulez peut-être compléter avant qu'on essaie de conclure et puis d'ouvrir la voie aux questions, parce que je pense que c'est aussi bien si c'est interactif. Je ne sais pas qui veut rebondir. Merci. Rapidement, juste pour mentionner que l'OCDE a mis en avant en 2019 les principes sur l'intelligence artificielle. Ils étaient révisés aussi récemment, qui comprend 4 axes de recommandations importantes liées aux politiques publiques. Moi, je vais prendre plutôt ce qui est les côtés entreprises plutôt que les côtés salariés, comme c'était un peu la base de mon intervention. Et donc, ce qui reste important par rapport aux politiques publiques, c'est booster l'innovation, donc la frontière technologique. C'est important l'écosystème numérique, parce que pour les entreprises, c'est difficile d'adopter l'IA s'ils n'ont pas déjà ce qui sont des technologies un peu habilitantes, s'ils n'ont pas encore passé d'autres phases de la transformation numérique. Les compétences, investissement sur les compétences, c'est assez important. On en a parlé beaucoup, et la compréhension internationale sur l'IA. Après, comme Jean-Charles mentionnait, les G7, récemment, à l'OCDE, on a contribué au rapport sur les dernières G7 qui a contribué aux déclarations ministérielles du numérique. Et là, à côté des recommandations des politiques publiques, on met assez en avant cette différence entre typologie d'utilisateurs de l'IA. Par exemple, si on prend les petites et moyennes entreprises, il y a des petites et moyennes entreprises qui sont assez à la frontière, qui utilisent beaucoup de typologies d'IA dans tous leurs parties, dans tous les départements des entreprises. Il y a d'autres petites et moyennes entreprises qui commencent juste à utiliser l'IA. Il y a une différence par rapport aux compléments, aux compétences, aux technologies qui sont déjà en place. Et donc, cette hétérogénéité en termes de facteurs habilitants, en termes de comment on utilise l'IA et où on l'utilise, sont aussi importants par rapport aux interventions des politiques publiques pour mieux les cibler et faire en sorte que l'IA matérialise ses avantages. Ok, merci Flavio. Donc Simon, si tu veux peut-être compléter. Peut-être un peu rapidement pour effectivement recentrer sur les enjeux, disons, productivité, innovation, etc. On est un petit peu à un moment de
reconsidération en France et en Europe finalement de notre place en termes de productivité. C'est-à-dire que historiquement on avait un rattrapage par rapport aux États-Unis entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les années 2000. En gros, on est passé de 40% du niveau de productivité américain à quasiment 100%. On avait quasiment rattrapé l'ensemble. Et depuis le début des années 2000, on décroche de nouveau et on est retombé à 80%, ce qui est à peu près en gros le niveau qu'on avait dans les années 80, milieu 80. Et de fait, comme on était arrivé à ce qu'on appelle la frontière technologique, on s'était dit, bah voilà, maintenant qu'on est à la frontière technologique, on va arrêter de rattraper les États-Unis. Donc quand vous rattrapez l'économie, vous avez certaines institutions, et donc ce que vous essayez de faire, c'est de copier et développer la même chose chez vous. Les États-Unis avaient Boeing, on a fait Airbus. Ils avaient la NASA, on a fait l'ESA. Voilà, on a eu ce type de pratique-là. Ensuite, on s'est dit, ben voilà, finalement, maintenant qu'on est au même niveau, on va jouer à armes égales et on va nous-mêmes développer nos propres technologies. Et donc, on va changer nos politiques publiques pour les orienter vers des dispositifs qu'on appelle horizontaux. Et donc, c'est ce qu'on a typiquement vu avec la montée en charge du crédit d'impôt recherche. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il se trouve que manifestement ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on aurait voulu, et donc on a redécroché. On est, comme je vous le disais, retour au niveau, le rapport entre la productivité européenne et américaine est de retour à ce qu'il était dans les années 80. Vous n'avez aucune grande entreprise du numérique, en tout cas dans les grands historiques qui sont européennes, et donc la question se pose de remettre un petit peu de dirigisme dans les politiques d'innovation, et donc de pousser pour avoir un petit peu ce genre de dispositif, et c'est ce qu'essaye de faire des choses comme France 2030, comme les projets importants européens, les PIEC dont vous avez peut-être entendu parler. Ça, c'est aussi des politiques qui veulent réintroduire, enfin garder le meilleur de ce qu'on appelle les politiques verticales descendantes, où l'État choisit des technologies, des secteurs dans lesquels il doit innover, et le meilleur des politiques horizontales, où vous avez de la concurrence entre les acteurs privés. Donc on essaye un petit peu de développer ça. Et d'un autre côté, vous avez aussi le besoin peut-être d'adopter les technologies. C'est-à-dire que si vous êtes en retard, l'IA en soi, on a peut-être envie de la développer en Europe, on a peut-être envie que Mistral soit suffisamment grand pour être un acteur au niveau européen, ou qu'une autre entreprise européenne le soit, mais en attendant, ou en parallèle, dans certains secteurs où l'adoption de l'IA est source de gains de productivité, peut-être que vous avez envie d'inciter les entreprises à adopter les technologies telles qu'elles existent aujourd'hui, justement parce que c'est vecteur de productivité. Donc vous avez un peu cette réflexion à laquelle je pense qu'on va tous participer en tant que citoyens sur qu'est-ce qu'on veut comme modèle. Est-ce qu'on veut mettre toutes nos billes dans l'innovation, toutes nos billes dans l'adoption, ou un peu les deux? Et si on veut mettre un peu les deux, quel dispositif public on développe? Et je pense que c'est des réflexions qui sont un peu au cœur des enjeux politiques du moment. Très bien. Merci Simon, merci à vous trois. Alors peut-être c'est le moment de conclure avant qu'on ouvre la voie là, pour les questions. Donc on pourrait, je pense, avoir une conclusion assez balancée sur les risques et les opportunités concernant l'IA. Il y a une image qu'on prend souvent, l'IA c'est un peu comme une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux, ça peut servir à tailler une belle robe et ça peut servir à tuer quelqu'un. Donc évidemment, l'IA peut aussi avoir ce double aspect. L'IA peut faire progresser la recherche, augmenter la productivité, ça peut aussi éventuellement conduire à mettre au chômage certaines personnes, à faire des cyberattaques contre les entreprises. Donc évidemment, l'IA peut avoir ce double visage. Si on se pose la question, donc pour reprendre les différents thèmes du débat sur la génération de l'IA, donc ça reste très concentré du côté de l'offre. Il y a peut-être une dizaine d'entreprises, même si l'IA se diffuse auprès d'entreprises plus petites qui concentrent quand même l'essentiel des outils d'IA. Du côté de la demande de ceux qui l'utilisent, on va dire, là aussi c'est très concentré avec quelques gros players, ChatGPT étant de loin le premier. Si on regarde la diffusion au sein des entreprises, les chiffres qui ont été cités montrent que ça se diffuse progressivement, avec un impact qui peut être variable. Il y a une étude du MIT qui montrait que seulement 5% des entreprises aux États-Unis avaient vu un impact sur leurs profits. Alors on peut dire 5% pour une technologie aussi jeune, c'est pas mal. Luc Julia, c'était la thèse de Luc Julia, l'ancien directeur de la recherche de Renault. Après on peut dire non, le 95% qui ne voit pas d'impact, finalement c'est l'écrasante majorité. On peut aussi se poser la question de l'impact sur le marché du travail. Donc là aussi, on voit que les impacts sont peut-être encore difficiles à mesurer. Il va peut-être falloir encore quelques années pour pouvoir mesurer les effets proprement. Mais on se dit qu'il va quand même y avoir des effets. Et puis la thèse selon laquelle l'IA serait peut-être plus complémentaire que substitutive au travail est peut-être effectivement une thèse intéressante. L'IA appelle des politiques publiques en matière de formation, peut-être aussi pour encourager, notamment en Europe, le développement de certaines entreprises et l'utilisation par les entreprises. Et donc, je dirais, on pourrait peut-être revenir dans 5 ans, puis rouvrir le débat, il sera sans doute assez différent. L'IA va tellement vite, avec notamment tout ce qui est le développement des agents, que sans doute dans 5 ans, il y aura à la fois beaucoup plus de progrès liés à l'IA, puis aussi peut-être plus de conséquences. On aura peut-être plus de recul, maintenant que ça fera à peu près 8 ans que l'IA générative
dans le sillage de ChatGPT se sera développé. Mais en tout cas, je pense qu'un premier point d'étape en 2026 n'était pas forcément inutile. C'est vrai que ça fait un peu plus de 3 ans que ça se diffuse. Bon, on le voit avec le sondage que j'ai fait tout à l'heure dans l'amphi, ça se diffuse massivement et c'est sans doute assez rare, c'est peut-être même sans précédent dans l'histoire qu'une technologie aussi jeune se diffuse aussi massivement, aussi vite. Et donc, les effets seront intéressants à mesurer par les économistes et pour l'ensemble de la société. Alors, je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va laisser peut-être la parole et la voix pour les questions. Oui. Alors, je ne sais pas s'il y a peut-être un micro qui a circulé. Merci. Une question sur la relation humain-IA. Récemment, on a pu entendre le professeur Laurent Alexandre s'exprimer sur le média Le Crayon sur la question de l'IA dans l'éducation et l'instruction. D'après lui, dans un avenir proche, il va falloir changer radicalement en France nos systèmes d'éducation pour s'adapter au développement de l'IA. D'après vous, est-ce que ces institutions doivent prendre en compte l'IA et s'adapter pour créer des éléments plus en cohérence avec le marché du travail, ou au contraire prendre du recul pour se préserver de cet outil qui, comme vous l'avez dit, peut être à double tranchant? Ok, moi j'aurai mon avis, mais je vais peut-être laisser la parole aux trois panélistes, puis après je pourrai compléter, parce que j'ai un avis assez fort sur la question aussi. Merci pour cette question. Évidemment, l'introduction de l'IA, elle réinterroge la formation à 2 titres, sur l'aspect pédagogique et les nouvelles méthodes pédagogiques qui peuvent en découler, et le ministère concerné travaille dessus, mais aussi sur l'offre de formation et la manière dont elle doit intégrer l'IA. Donc évidemment, les différents référentiels de formation intègrent, ils sont revus régulièrement, les aspects IA. Donc il est difficile de se dire que le système d'éducation en France pourrait complètement ignorer l'IA dans son offre de formation. Et non seulement elle ne peut pas l'ignorer dans son offre de formation, mais aussi dans sa manière d'enseigner. Alors peut-être là-dessus, puisque j'ai une autre casquette, je suis prof associé à Paris 1, donc, puis ça fait un certain nombre d'années que j'enseigne, donc effectivement, bien sûr, je me pose la question, qu'est-ce que l'IA va changer? Je pense que l'IA peut changer les choses sur pas mal d'aspects, à la fois du côté de l'enseignement. Ce que je l'ai dit, les profs peuvent actualiser par exemple leurs cours plus facilement. L'IA peut être vue comme un assistant aussi du côté des profs. Du côté des étudiants, parce qu'il y a certains exercices qu'on faisait faire, par exemple, je sais pas, un exposé, une revue de littérature, maintenant l'IA peut le faire. Et donc, comment vérifier que c'est bien l'étudiant qui l'a fait ou qui n'a utilisé que partiellement l'IA? Alors de ce point de vue-là, j'ai un point de vue très pragmatique, c'est dire, vous avez le droit de l'utiliser, on n'interdit plus aux gens d'utiliser Google, donc ce sera absurde d'empêcher d'utiliser l'IA, mais soyez transparent, dites dans quelle mesure vous l'avez utilisé et indiquez la valeur ajoutée que vous avez apportée. C'est juste un copier-coller, ça n'a aucun intérêt, mais si vous l'avez utilisé intelligemment, que vous avez apporté une valeur ajoutée et que vous, être humain, vous avez eu le dernier mot, dans ce cas-là, oui, ça a un intérêt. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'IA qui doit être un super assistant. Et je dois dire, ça change beaucoup de choses, y compris d'ailleurs de façon anecdotique dans les examens, parce que maintenant, certains étudiants, je ne sais pas s'il faudrait le dire, utilisent leur montre connectée parfois pour frauder. Et donc, même pour surveiller un examen, maintenant, les choses sont changées, puisqu'un étudiant peut discrètement utiliser sa montre connectée, je lui donne une mauvaise idée, et puis faire un scan du sujet, et puis discrètement regarder sa montre connectée pour frauder. Donc même pour ça, même pour les examens, l'IA est en train de changer les choses. Donc bien sûr, les profs doivent le prendre en compte. Mais de façon moins anecdotique, oui, ça va sans doute changer la façon d'enseigner. Les profs, ça va aussi conduire à les challenger, puisqu'ils vont se mettre aussi un petit peu en concurrence avec l'IA, mais je reste persuadé que là aussi, l'être humain va être complémentaire de l'IA, parce que ne serait-ce que le fait de parler face à un auditoire, d'avoir un contact humain, de regarder un auditoire et de sentir la salle, ça, l'IA, normalement, ne sera jamais capable de le faire. Et ça, je pense, c'est une vraie valeur ajoutée que peut avoir un professeur. Il y avait une autre question derrière. Ah oui. Bonjour, donc j'ai une question, c'est l'IA est-elle un outil dangereux à manier sur les réseaux sociaux pour les entreprises? Alors, je répète, l'IA est-elle un outil dangereux à manier sur les réseaux sociaux pour les entreprises? Alors, sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, l'IA, après, les entreprises peuvent l'utiliser sur des questions de notoriété, etc. À côté ministère du Travail, on a plutôt une approche sur l'utilisation de l'IA, mais sur d'autres risques liés aux salariés, notamment les risques psychosociaux, la pression que ça peut engendrer sur leurs salariés. Je laisserai peut-être Flavio ou Simon compléter sur l'aspect utilisation de l'IA sur les réseaux sociaux et les impacts notamment sur la notoriété, la marque et les enjeux que ça peut poser. Merci beaucoup, Maggie. Encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir totalement cerné l'enjeu de la question, dans le sens où c'est les réseaux sociaux ou l'IA je vous laisse. Alors, je répète, en gros, je disais que l'IA est-il un outil dangereux, justement, pour les entreprises?
Dangereux pour les entreprises. Oui. Ouais, ok. Je dirais qu'effectivement, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé des enjeux économiques et donc en ça, c'est un outil dangereux dans le sens où si probablement vous êtes la seule entreprise qui n'utilise pas ou n'apprivoise pas l'IA, probablement que vos concurrents vont le faire et donc vous risquez de disparaître. Donc en ça, c'est un outil dangereux et il va falloir de fait l'apprivoiser. Par contre, c'est un outil dangereux sur d'autres points que mentionnait Magali, c'est-à-dire que éthiquement, etc., il faut aussi réfléchir à ce qu'on est capable d'autoriser l'IA à faire, à ne pas faire, etc. Et je pense que les entreprises doivent aussi considérer toutes ces dimensions-là. Et donc les dangers sont, à la fois les opportunités et les dangers sont multifactoriels. On a beaucoup évoqué le point économique, mais il y a aussi effectivement peut-être d'autres enjeux. Par exemple, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Simon, prenez un usage d'un document aussi public qu'un CV. Le CV, il y a plein de CV qui traînent sur LinkedIn, c'est absolument pas sur le papier un document sensible, c'est tout à fait public et beaucoup d'étudiants veulent, ou de jeunes professionnels qui sont sur le marché du travail veulent diffuser leur CV. Mais si l'entreprise, violant l'IA Act, utilise un outil d'IA pour classer automatiquement les CV, et éventuellement introduire des biais qui vont conduire à sélectionner certains profils au détriment d'autres sur des, on va dire, des critères qui ne sont pas forcément très recommandables. Là, évidemment, y compris sur des données publiques, il peut y avoir des risques de biais, de déviance et de mauvais usage par rapport à la réglementation. Donc, effectivement, les entreprises doivent faire attention dans l'usage qui est fait. Et il y a pas mal de CV qui peuvent traîner sur les réseaux sociaux, LinkedIn par exemple. Et c'est vrai que l'usage des informations qui figurent sur ces sources, l'entreprise doit faire attention, parce qu'y compris des données publiques peuvent conduire à de mauvais usages. Alors, il y avait une question là-bas, je crois. Après, je n'ai pas des yeux dans la tête, je ne sais pas si dans cette partie-là de l'auditoire, il y avait aussi des questions. Non ? Ah, il y en avait une aussi là-bas. Non. Oui, on va peut-être... Alors, bonjour à vous. C'est pour revenir sur ce que disait Magali Bounet sur la question des politiques publiques. J'ai une question. Quel rôle pour les politiques publiques pour éviter que l'IA accentue les inégalités entre les travailleurs qualifiés et ceux qui ne sont pas? Merci. Merci pour cette question. Effectivement, les politiques publiques peuvent engager des programmes de formation en direction des personnes qui sont peu qualifiées, de bas niveau de qualification, et pouvoir accompagner les entreprises à identifier les compétences dont ces salariés ont besoin. Si on prend le cas du ministère du Travail, on a un dispositif qui s'appelle l'engagement de développement dans l'emploi et des compétences qui permet avec les secteurs, les filières concernées, de pouvoir identifier les compétences dont auront besoin les entreprises, quelles sont-elles, et de pouvoir les accompagner sur des programmes d'ingénierie de formation. Donc ça, c'est la politique du ministère du Travail, mais d'autres ministères peuvent aussi mener d'autres politiques. On a deux systèmes en France en matière de formation. La formation initiale, où l'éducation nationale va travailler sur les entrants du marché du travail à pouvoir développer leurs compétences en matière d'IA. Et puis la formation continue, qui est de la responsabilité des entreprises, et comment les entreprises peuvent amener leurs salariés, notamment les salariés les moins qualifiés, à prendre le cap et le virage de l'IA, et donc en lien aussi avec les partenaires sociaux, puisque les politiques de formation sont aussi des politiques contractualisées. Ok, merci beaucoup. Je ne sais pas si Flavio, j'ai l'impression que tu veux compléter. Oui, je peux rajouter quelque chose assez complémentaire que, comme je disais avant aussi, regarder la perspective d'entreprise et donc la diffusion de l'IA peut être quelque chose d'important pour limiter les inégalités et les potentiels de divergence, comme si on pense que les entreprises plus productives sont aussi les entreprises qui payent des salaires plus élevés, faire en sorte que l'IA se diffuse dans l'économie et donc avec un rôle important pour tous ces actifs complémentaires que sont les compétences, la numérisation, plus en général, l'accès au financement, etc., sont aussi importantes, plus en général pour les inégalités. Okay, merci. Alors, on est des êtres humains, donc on a le droit aussi peut-être de ne pas, à la minute, appliquer l'horaire, mais on va pas essayer de pas trop le dépasser. Alors, pour pas qu'il y ait de frustration, on va peut-être prendre une dernière question, puis après on pourra discuter en bilatéral. Hein, si vous avez des questions, voilà, on est encore là, rassurez-vous, parce que là je crois qu'on va vraiment déborder. Il y a peut-être une session après, donc c'est pour ça, moi ça me dérange pas de rester, mais j'ai pas envie qu'il y ait un effet d'éviction par rapport à ceux qui vont suivre. Mais on est à votre disposition pour en discuter dehors, il n'y a aucun problème. Alors, je voulais vous poser la question sur l'intelligence artificielle et l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur les travailleurs. Il y a des travaux d'un sociologue qui s'appelle Juan Sebastián Carbonell,
que vous connaissez peut-être, et qui voit l'intelligence artificielle comme un taylorisme augmenté, et donc comme le taylorisme, comme quelque chose qui va déposséder les travailleurs de leur qualification, de leur métier. Qu'en pensez-vous ? Alors, l'image du taylorisme est intéressante parce que j'avais en tête, ça me brûlait de le citer, Chaplin et les temps modernes, parce qu'effectivement on a en tête l'école bleue qui a été touchée par la première vague d'automatisation qu'évoquait aussi Simon, alors que maintenant c'est plutôt les travaux qualifiés qui sont touchés. Si vous êtes jardinier, normalement l'impact de l'IA va quand même être limité. Encore à voir si l'IA ne va pas entraîner un impact sur la robotisation. Mais par contre, c'est plutôt l'école blanche cette fois-ci qui sont touchés, y compris à très haute valeur ajoutée, les médecins, les chercheurs, etc. Donc je vais peut-être laisser la parole aux panélistes et puis en temps je pourrais compléter parce que là aussi j'ai un avis, je pense, sur la question. Merci pour cette question. Souvent dans les différents travaux, on remarque que l'IA dans ses différentes mesures questionne le travail. Et finalement, on voit qu'il y a une différence entre le travail prescrit et le travail réel. C'est-à-dire que le travail prescrit est tout ce qui est normalisé, organisé dans les entreprises avec les objectifs attendus. Et souvent, on mesure l'effet de l'IA par rapport à ça. Mais on oublie une chose, qui a ce qu'on appelle le travail réel. C'est ce qu'au quotidien, les salariés font en termes d'ajustement, en termes d'arbitrage, en termes de coordination. Eh bien, c'est là où se situe l'enjeu pour éviter effectivement ce taylorisme, c'est de se dire qu'il faut pouvoir mesurer cet écart entre le travail réel et le travail prescrit et de pouvoir développer des organisations qui soient dites capacitantes, c'est-à-dire qui viennent appuyer le travail de l'humain et vraiment partir de cette réflexion centrée autour de l'humain pour éviter ce qu'on appelle des organisations aliénantes, c'est-à-dire avec un excès de confiance en l'IA, où finalement le salarié se sent à juste titre dépossédé de son travail, sans autonomie et en perte de sens. Je ne sais pas, Simon, Flavio, si vous avez des compléments. Non, je suis d'accord avec tout ce que vient d'expliquer Magali. Okay. Je pense que c'est vraiment la bonne matrice de réflexion pour ce genre de choses. Parce que là, j'ai peut-être une anecdote qui va permettre aussi, je pense, de répondre à votre question. Puis après, on s'arrête là. Puis si les questions supplémentaires, on les fera en bilatéral. Juste pour prendre l'exemple d'une profession qui a une certaine valeur ajoutée, c'est les chercheurs. On avait fait un travail à la Banque de France où on avait comparé nos performances avec ceux de l'IA. Et c'était intéressant parce qu'on avait trouvé que l'IA se trompait moins souvent que nous. On avait construit une base de données sur la surprise monétaire. Et puis dans 95% des cas, on était d'accord. Puis dans les 5% restants, l'IA avait raison plus d'une fois sur deux. Donc première conclusion, c'est l'IA va nous piquer notre boulot, il fait mieux que nous et donc on s'arrête là. La conclusion qu'on peut avoir plus positive, c'est de dire non, l'IA permet de faire les choses mieux et plus rapidement et donc on va élargir le travail. On avait couvert une dizaine de pays. Et là, on s'est dit, finalement, faisons plus de pays, faisons une période plus longue. Comme ça, notre article sera plus riche, il sera plus cité. Et donc, là, on a utilisé la citation d'Anton Korenek, et je finirai comme ça, ce sera une conclusion positive, pour positiver, faire un article qui sera plus riche, et effectivement utiliser l'IA comme elle doit être utilisée, comme un super assistant, où l'être humain garde le dernier mot. Donc, je finis sur cette touche positive, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup.